Super Ops aujourd'hui. Donc on accueille Madame Stéphanie Keria, donc, qui est docteur en histoire et dont la spécialité est la mise en tourisme de la Wallonie. Alors elle travaille aussi donc, sur d'autres projets, notamment un projet important qui est un projet de la Wallonie, qui est l'Atlas des paysages en Wallonie justement, qui a démarré il y a déjà presque 20 ans. Quelques années, 20 ans. Donc il y a un projet lié à des fonds européens. Donc, voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vais lui laisser la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous. Donc on va parler aujourd'hui de Félicien Rops, du tourisme surtout, au XIXe siècle. Et Rops a une activité de touriste assez importante. Je ne suis pas spécialiste de Félicien Rops, mais je me suis penchée un peu sur la question pour la présentation d'aujourd'hui. Je vais essayer en fait de replacer l'activité de Rops touriste dans un contexte belge et européen pour que vous compreniez un peu mieux son activité en tant que touriste et par rapport à son activité de peintre également. Rapidement aussi, je vous parlerai de la mise en tourisme de l'Ardenne en fait. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que Rops est un grand ami de Léon Donmartin, dont vous avez certainement déjà entendu parler, et qui a été fort actif en fait, donc qui a écrit des guides de voyage et qui lui a participé à la présentation de l'Ardenne au grand public et à la création de l'Ardenne en tant que territoire touristique. Et donc tout ça est lié en fait, les liens de Rops avec ses amis, etc. Les voyages de Rops, vous voyez, il y en a quand même déjà pas mal. Jusqu'à ses 40 ans, il va se contenter globalement des pays limitrophes. Mais après, il va aller plus loin. Et donc, j'ai repris, donc ici vous avez la malle de Félicien Rops, qu'il a utilisée à la fin de sa vie, et qui est dans les collections du musée, si je ne me trompe pas. Et donc, il voyage d'abord très tôt en Belgique, dès les années 1850, donc il est tout jeune, il a une vingtaine d'années. Il circule dans les Ardennes, dans le Brabant, dans la région Moselle aussi. Il a laissé pas mal de peintures de cette région. On va parler tout à l'heure de la colonie d'Anserem aussi, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Donc le rassemblement de peintres et d'autres artistes, littérateurs, etc. À proximité de Dinan. Rops a aussi fait pas mal de peintures à proximité du château de Tauzé, et du lac de Bambois, où il avait donc une propriété. On va parler de villégiature également, je vais vous expliquer les origines de la villégiature. Il est allé aussi fréquemment à la côte belge, du côté de Blankenberg, de Knock. Donc ici, vous avez encore d'autres peintures réalisées. Le Val du Colébis, c'est une espèce de petite vallée à proximité de Fréire. Les Ardennes, voilà, vous voyez, il y a d'autres peintures qui sont accessible ici au musée et aussi dans d'autres musées belges. Alors, Bambois, dont on a parlé, Tauzé, et puis la côte belge aussi. Il y a des lettres où il mentionne qu'il va à Heist, justement, dans les collections de lettres du musée. Outre la Belgique, il va aussi aller régulièrement en Hollande, dès les années 1850 également. Il fait plusieurs voyages en Hollande et il laisse quelques traces dans son œuvre. Ensuite, à partir des années 1860, on voit qu'il voyage vers la France. Évidemment, Paris et sa banlieue, qui est une destination phare. Il fait des allers-retours, notamment vers 1862-1863. Il va aussi acheter une propriété, la propriété de la Demi-Lune à Corbeil-Essonnes, qui est une commune située à une trentaine de kilomètres de Paris à la fin des années 80, 1880. Et toujours en France, il va faire plusieurs séjours dans les Ardennes françaises, en lien avec la bataille de Sedan, notamment la guerre de 1870-71. En Normandie également, en Bretagne, donc les littoraux français. Il va aussi y acheter une propriété. Et on va le retrouver également dans le sud de la France, en particulier à Monaco et à Èze. Il y a des peintures également de cette région. On aura aussi trace de voyages dans le nord de l'Italie et en Ligurie, mais pourtant on dispose de relativement peu d'informations à ce sujet. Mais finalement, c'est assez en lien avec
la pratique du tourisme à l'époque. On va le voir dans quelques instants. Plus étonnant, mais en même temps, Rops est artiste et donc il va vers des destinations peut-être moins courues encore au XIXe siècle, mais qui sont déjà mises en tourisme. Hein. C'est pas encore, ce ne sont pas des territoires à défricher touristiquement, ce sont des territoires qui ont déjà été mis en tourisme en grande partie, mais ce n'est pas la majorité de la population qui y va. Donc on voit ici par exemple la Scandinavie. Il accompagne une mission en Scandinavie. Il va visiter la Norvège, le Danemark, la Suède. Il est correspondant du journal L'Indépendance. Et donc, il va faire diverses peintures à cette occasion. Il montre pendant cette période de voyage de l'intérêt pour la nature, les lacs, les montagnes, les plantes, l'aspect botanique, etc. de ces régions. Plus tard également, il fait 2 voyages en Hongrie en 1879 et en 1885. Donc là, on va plutôt, c'est le voyage vers l'Orient qui pointe en fait. Hein. On commence à avoir ce genre de destination aussi à l'époque. Et là, il accompagne une délégation officielle menée par son ami Armand Gouzien. Et il dit avoir signé un contrat avec Le Figaro qui va éditer ses impressions de voyage. Alors, pendant le voyage en Hongrie, dans ses lettres, on perçoit un intérêt pour l'identité tzigane, slave, et pour les gens qu'il va rencontrer là-bas. Ensuite, voyage en Espagne aussi, Madrid, Séville, Tolède, Grenade, etc., toujours avec des délégations officielles. Donc, somme toute, ce n'est pas nécessairement toujours du voyage d'agrément, c'est du voyage, on profite d'affaires en fait, pour faire du tourisme. Donc il y a toujours chez Rops, en tout cas après 40 ans, probablement pour des raisons financières aussi, l'articulation entre son activité professionnelle, sa passion, et le tourisme. Alors en 1887, il ira... Oups, j'ai été un peu trop vite. En 1887, il ira également aux États-Unis, dans le cadre d'un voyage plutôt familial. Il visitera Boston, Philadelphie et New York. J'ai trouvé des dessins, mais je n'ai pas trouvé de peinture de ce voyage-là. Donc on voit qu'il fait des petits dessins d'Indiens, etc. Et enfin, en 1888, aussi trace d'un voyage au Maghreb en Algérie. Et il mentionne dans une de ses lettres qu'il est payé par le travail qu'il va faire pour le Harper's Magazine, et donc il accompagne un rédacteur. Voilà. Donc globalement, ce sont les différents voyages que Félicien Rops a fait au fil de sa vie. Je n'ai pas trouvé trace par contre de voyages plus tardifs en fait. Donc voilà, je n'en sais pas nécessairement plus à ce sujet, mais il y a encore évidemment des recherches à faire sur la question. Alors, comment comprendre en fait toute cette pratique touristique de Félicien Rops par rapport au tourisme de l'époque, de manière générale? En fait, comme je vous l'ai dit, Félicien Rops, il a un profil particulier, ce n'est pas un touriste lambda, c'est un artiste. Et les artistes à l'époque ont un rôle très particulier en fait. Ils vont, dans la mise en tourisme de l'Europe et de l'Occident de manière générale, de l'Orient, on va voir qu'ils vont jouer un rôle de diffuseur en fait. Il y a toute une série de choses qui se passent dans la sphère artistique, et donc on voit que les artistes font passer certains territoires d'espaces qui sont non touristiques à des territoires qui deviennent touristiques. Imaginons par exemple, là, on va parler de la montagne, du désert, etc. Pendant tout un temps, en fait, sous ces espaces, la mer également, ces espaces, c'était des espaces de rejet pour la population. On ne les comprenait pas bien, on en avait peur, on les craignait. Et progressivement, avec, on va dire, l'économie évidemment, la science qui progresse, ces espaces vont commencer à être mieux connus. Et il va commencer à y avoir des gens qui vont s'y intéresser et s'en rapprocher. Et évidemment, très vite, les artistes qui sont à la recherche de choses nouvelles vont aller dans ces espaces qui sont encore peu connus et vont les peindre. Et en faisant ça, en peignant, il y a Rops qui est évidemment un artiste parmi d'autres, mais il faut imaginer ça à l'échelle de l'ensemble des artistes. Tous ces artistes qui vont peindre, que ce soit la montagne, la mer, le désert, etc.,
vont le donner à voir dans les expositions, dans les musées, et on va en parler dans la presse, et vont du coup donner envie à toute une série d'autres personnes d'aller les voir. Et progressivement, il va y avoir de premiers touristes purement de loisirs qui vont venir dans ces espaces. Et puis, c'est le tourisme plutôt dans sa dimension économique qui va prendre le pas. Et les gens sur place vont se rendre compte qu'il y a des gens qui sont intéressés par des paysages auxquels eux n'avaient peut-être pas songé en tant que tels. Des paysages pour qui les autochtones, entre guillemets, parfois ne voyaient pas d'intérêt à certains espaces. Et donc, progressivement, en se rendant compte que d'autres populations viennent dans leurs espaces, ils vont trouver en fait une espèce d'accord. Ils vont proposer des infrastructures hôtelières notamment, et puis les gens vont venir de plus en plus et les choses vont se développer. C'est comme ça que le tourisme, généralement, s'implante en fait dans les différents espaces. C'est comme ça que ça se passe un peu partout en Europe, c'est comme ça que ça s'est passé en Wallonie, chez nous. On y reviendra par la suite. Alors donc, voilà, je vous ai expliqué rapidement la manière dont les artistes vont jouer un rôle dans le développement du tourisme et son émergence à certains endroits. Alors, Rops, il arrive déjà à un moment, il est dans le 19e siècle, il vit au 19e siècle, donc il arrive déjà un peu tard, en fait, pour jouer un rôle véritablement on va dire, défricheur touristique. Mais il va contribuer à la diffusion en fait, du tourisme par ses œuvres également. Alors, donc, je l'ai dit tout à l'heure, Rops, il mélange du tourisme de loisirs avec du tourisme d'affaires. On voit que quand il fait un voyage à Sedan, il fait aussi du tourisme de guerre, somme toute. Il va voir un peu les dégâts que la guerre a laissés sur le territoire et il les relate. Comme certains de ses amis, Léon Dommartin va à Sedan aussi et en fait le récit dans ses chroniques notamment. On voit qu'il a un attrait pour le littoral, pour la montagne, pour les villes. En fait, il est finalement un touriste caractéristique du XIXe siècle. Alors, un cadre historique pour mieux comprendre. Donc, globalement, les origines du tourisme, ça remonte au XVIIe siècle environ. Et les premiers développements où en fait, on lance toutes les pistes du tourisme actuel encore aujourd'hui, ça se passe pendant ces 2 siècles environ, le XVIIe, le XVIIIe et le tout début du XIXe siècle. C'est vraiment à ce moment-là que les pratiques modernes du tourisme se mettent en branle. On invente un usage nouveau, en fait. Et qui invente cet usage nouveau ? Ce sont les élites, l'aristocratie, et plus particulièrement l'aristocratie anglaise, mais on voit ça aussi en fait, dans les autres sociétés urbanisées du nord de l'Europe. Globalement, on parle souvent des Anglais, mais la plupart des élites aristocratiques urbaines de France, de Provinces-Unies, de Scandinavie, de Russie, etc., sont globalement sur le même mode. Alors, ces élites, elles ont évidemment des terres et de l'argent, du temps libre surtout, et c'est ça qui va faire en sorte qu'elles s'intéressent, elles ont du temps pour faire du tourisme et développer les loisirs. Leurs connaissances aussi sont particulièrement importantes, leur culture, etc., va jouer dans le développement, l'émergence de cette industrie. Il faut bien parler d'industrie aujourd'hui. Alors, il y a vraiment pendant cette période une structuration, une première diffusion d'une culture du voyage et des loisirs. On va fixer aussi pendant cette période les grands itinéraires touristiques. C'est à ce moment-là qu'on va voir pour la première fois la montagne, la mer, qu'on a du thermalisme, du balnéarisme, etc. Alors, la villégiature, elle, évidemment, remonte déjà à la période romane, mais la villégiature telle qu'elle va se développer à la période... au temps de Rops, entre guillemets, se développe surtout à partir du XVIe siècle en Italie. Le but, c'est de se retirer sur ses propriétés rurales pour l'aristocratie terrienne, se retire sur ses propriétés rurales pendant l'été, profite de tout ce qui est des produits des fermes, en fait, et de la campagne. Il fait plus salubre dans ses propriétés pendant l'été. Et donc, c'est comme ça que ça va se développer. Alors, on remarque ça en Italie au XVIe siècle. Il y a toute une série de propriétés qu'on peut encore voir aujourd'hui qui sont disséminées dans la campagne italienne. Mais on voit ça aussi ailleurs, en France, en Angleterre, par exemple,
et un peu plus tardivement au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc ça vous explique un peu les liens de Rops avec la villégiature, Tauzé et les amis qui l'accueillent à cet endroit. Autre forme de tourisme qui se développe à cette période, c'est ce qu'on appelle le Grand Tour. Le Grand Tour, c'est un voyage qui est organisé généralement pour les jeunes, à titre éducatif, pédagogique. Les jeunes voyageurs, généralement accompagnés d'un précepteur. Ça a une fonction initiatique, c'est un point final de sa formation, et donc on voit voyager à travers l'Europe, et plus spécifiquement vers l'Italie, au XVIIe et au XVIIIe, toute une série de jeunes, anglais au départ, et puis venant d'autres pays également. Alors le but de ce voyage, c'est de se confronter à la culture classique et à la civilisation antique. Et aussi, ça c'est vraiment vers l'Italie, puis plus tard on ira vers la Grèce. Il y a l'attrait aussi de Pompéi et d'Herculanum qui sont découverts pour Pompéi en 1748 et Herculanum en 1709. Donc on a envie d'aller voir un peu ce qu'on a découvert, ce dont on entend, ce qu'on entend dans la presse. Donc on va vers le sud de l'Italie. On va avoir aussi des systèmes politiques différents, et donc c'est pour ça que pendant ce grand tour, on va parfois aussi voir la Hollande, la Suisse, Venise, etc., pour se confronter à une autre manière de fonctionner. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, en fait, et on voit, Félicien Rops et ses amis sont assez baignés dans une culture politique, en fait. Ils ne sont pas déconnectés complètement, c'est quelque chose qui est imprégnés, en fait. Leur vie est imprégnée de politique. Ils ont des avis assez tranchés, on va dire. Ils appartiennent à la bourgeoisie plutôt libérale. Et donc, il y a entre tourisme et politique des liens aussi assez forts, et on les voit justement dans le Grand Tour. Alors plus tard, après le Grand Tour, on va en Sicile, en Grèce, en Terre Sainte, en Égypte. L'Afrique va être un intérêt. Et c'est pendant ce Grand Tour que se forment les grandes étapes du tourisme classique qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors, autre élément, le thermalisme. Donc ça, vous avez ici des images de Pompéi. J'ai peut-être été un peu lente au niveau de la succession des dias. Donc vous avez des images de Pompéi et d'Herculanum. Pompéi à gauche, Herculanum à droite. Des images du Grand Tour de Turner en 1802. Il a laissé pas mal de peintures et d'œuvres de cette période. Et enfin, le thermalisme dont j'allais parler. Donc, au XVIe et XVIIe siècle, l'aristocratie va redécouvrir la cure thermale qui existait déjà évidemment pendant l'Antiquité. Il y a vraiment une renaissance de l'intérêt, en fait, avec l'intérêt pour l'Antiquité également. Et cette aristocratie, donc, elle redécouvre le thermalisme, elle va s'en emparer, et elle va progressivement aussi apprivoiser la mer, ce dont je parlais tout à l'heure. Alors, au départ, c'est vraiment un but curatif, et puis progressivement, on va développer d'autres facettes dans ce thermalisme. Il va y avoir une sociabilité qui va se dégager, et on va venir pour des plaisirs comme le jeu, etc. Et c'est dans ce cadre qu'on naissent les casinos notamment, etc. Donc au départ, c'est plutôt curatif, mais ça va rapidement évoluer. On retrouve des références régulières à la romanité, en fait, dans les espaces, dans l'architecture. Et on invente de nouvelles formes urbaines aussi, à ce moment. Il y a vraiment une codification de la pratique thermale, et on va trouver ça à Basse, ici, comme vous le voyez, mais aussi à Spa. Et par rapport à Félicien Rops, c'est important parce que si je ne me trompe pas, Léon Dommartin en fait, est originaire de Spa, sa famille est originaire de Spa. Et donc il s'y retrouve quand même régulièrement, et Spa est un endroit qui est bien mentionné en fait, dans toute une série de textes de Léon Dommartin mis en exergue. Le thermalisme, c'est aussi un moment où en fait, il y a différentes
couches de population qui vont être en contact. Donc il va y avoir une forme de brassage social et culturel qui va se faire dans ces endroits. Et c'est intéressant parce que justement ça nourrit toute une série de choses. Ici vous avez des gravures de spa. Outre le thermalisme, il y a aussi le balnéarisme, donc l'intérêt pour la mer. Je vous ai dit tout à l'heure que la mer faisait peur à un moment donné. Et finalement, cet intérêt pour la mer, il est relativement tardif. Les rivages étaient quelque chose d'assez répulsif au départ, et l'intérêt pour les rivages, il va se développer à partir de la Hollande. Pourquoi ? Tout simplement au XVIIe siècle, la Hollande est une puissance maritime, et la Hollande essaye aussi de gagner du terrain sur la mer, en fait, et va essayer d'apprivoiser les bords de mer. Et il y a des activités d'endiguement. Et donc, à côté de cette image de rejet et de crainte que provoque la mer, on va se rendre compte que finalement, il est possible de dompter en fait, le rivage, de dompter la mer. Et donc, progressivement, les gens vont venir se promener sur les rivages. Ce sont des gens qui viennent des communes, enfin des villes toutes proches. On voit ici des pêcheurs qui sont en contact avec des élites de l'aristocratie. Hein. Et ils viennent se promener et progressivement, le rivage va devenir un lieu où on se promène pour voir la mer, mais aussi progressivement pour être vu et rencontrer des gens qui font la même activité. Plus tardivement, les bords de mer vont aussi devenir des lieux de cure, en fait, avec des médecins, des bains froids. On va soigner différentes maladies comme la goutte, la gale, etc., la mélancolie, des maladies psychologiques, etc. Le bain de mer est vécu comme une épreuve. Alors, la mer, voilà, ça, c'est vraiment les images de tout début. Et puis, progressivement, il va y avoir des aménagements comme à Brighton, en Angleterre, où on voit ici les choses qui sont proposées aux touristes. Donc ça, c'est la partie jusqu'au tout début du 19e siècle. Et puis après, pendant le 19e siècle, il y a un élément fondamental qui va amener du changement. On ne peut pas vraiment parler de rupture, mais par rapport à ce qui précède, c'est plutôt une évolution, une transformation des modèles touristiques existants. Il y a un mélange, une modification des pratiques, mais globalement, le tourisme du 19e siècle, il est fondamentalement alimenté par ce qui a précédé. Et surtout, alors que jusqu'au tout début du 19e siècle, on était sur un modèle de tourisme qui était réservé plutôt à l'aristocratie, avec la révolution industrielle, eh bien le 19e siècle, ça sera le siècle du tourisme bourgeois, essentiellement. Et donc ici, vous avez une image de ce que permet le chemin de fer. Évidemment, ça permet de raccourcir terriblement les distances, et c'est une des raisons qui fait que les touristes peuvent aller de plus en plus loin et de plus en plus vite, et que les voyages ne durent plus des mois, voire des années, ce qui était le cas dans la période qui précède. Donc il y a vraiment une modification, une transformation du contexte socio-économique, politique et culturel. Et donc, voilà, il y a le train, il y a une transformation du territoire aussi, il y a des routes, des villes qui se développent. C'est la période aussi progressivement où les villes ne sont plus enserrées dans les enceintes, elles se développent au-delà. On démolit justement toute une série d'enceintes juste à cette période-là. Il y a une transformation de la société, une modification des structures sociales, une transformation de la vie quotidienne, il y a une nouvelle conception du temps et du travail. C'est aussi une période où il y a une naissance du développement et le développement de la notion d'identité nationale et des régionalismes, et ça c'est important par rapport à Félicien Rops et aussi par rapport à Léon Donmartin surtout. On voit que l'Ardenne, c'est quelque chose qui va être éminemment lié à la création de la Belgique et au fait qu'on veut découvrir les territoires qui appartiennent à la Belgique et les mettre en valeur. Il y a un rejet de la ville qui est considéré comme polluée avec les industries, etc. Et on célèbre la campagne et la nature. Néanmoins, le tourisme et les loisirs, ça reste encore dans bien des cas lié à l'urbain. Hein. Donc il y a du tourisme en ville et à Paris, il y a toute une série d'activités qui sont liées au tourisme. Les touristes viennent aussi essentiellement des villes à l'époque. On n'a pas beaucoup de gens qui viennent des campagnes et qui font du tourisme. Ils sont encore
ils ont encore peu l'occasion, en fait, les gens qui sont à la campagne ont encore peu l'occasion de pratiquer le tourisme. C'est surtout des gens qui viennent, en tout cas en Belgique, de Bruxelles, d'Anvers, de Gand, de Charleroi, de Liège, etc. À l'époque du 19e siècle, on remonte un tout petit peu en arrière, en fait, le tourisme de montagne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la montagne est aussi un espace qui est considéré jusqu'à la fin du XVIIe siècle comme non fait pour l'homme, à cause du danger, de son étrangeté, du chaos. On considère que c'est un territoire qui n'est pas maîtrisé. Et puis progressivement, il va y avoir un glissement à partir du XVIIIe siècle, et en parallèle aussi de l'intérêt esthétique que ça suscite, et de l'intérêt scientifique. Et là, vous voyez de Saussure, la montée de Saussure, au niveau du Mont Blanc, l'ascension en 1787. Ça va jouer, ça va être un élément qui va faire basculer un peu les perceptions et les représentations de la montagne. Et donc la montagne, c'est vraiment au départ lié à l'alpinisme et à la saison d'été. Et puis progressivement, on va passer à la saison d'hiver. On va se dire que c'est important d'étaler la saison pour rentabiliser les infrastructures. Dans le courant du 19e siècle, alors qu'on était sur du tourisme essentiellement tourisme d'été, la montagne passe à du tourisme d'hiver et va développer toute une série de pratiques liées à la neige. À la même période, au 19e siècle également, il y a tout un intérêt pour les rivages septentrionaux, en fait. Il y a les préalables qu'on a vus tout à l'heure avec les rivages hollandais et Brighton. Et puis, il y a toute une série de stations qui vont se développer. Et là, on peut faire le lien avec Félicien Rops et son intérêt pour la Normandie ou pour la Bretagne, pour la côte belge également. Il y a toute une série de stations qui se développent sur la côte atlantique à cette période, que ce soit en France ou chez nous. Et on met en évidence pour cette période-là le rôle joué par les têtes couronnées. Donc on sait pour le rôle joué par Léopold II pour Ostende, mais voilà, on retrouve des schémas similaires pour les stations françaises. Aussi en lien avec Félicien Rops, on constate pour la vogue en fait, de ces stations, l'importance des représentations picturales des peintres de marine et des écoles paysagistes de l'époque dans le développement touristique de ces stations. Elles sont proches en fait de Bruxelles pour les stations belges, de Paris pour les stations normandes ou bretonnes. Et donc il y a toute la question de l'accessibilité avec le train. Donc ce qu'il faut savoir, c'est aussi que souvent, en fait, au XIXe siècle, les papas qui travaillent de la bourgeoisie restent à Paris. Les mamans vont avec les enfants en villégiature sur la côte. Et puis les pères rejoignent leur famille pendant de courtes périodes, pendant les week-ends et ce genre de choses. Donc voilà, l'accessibilité est importante au niveau du développement de ces stations. Il y a à l'époque le développement des trains, ce qu'on appelait les trains de plaisir aussi, qui ont joué dans le développement de ce type de station. Alors ici, on voit Dieppe. Chez nous, on peut parler, il y a Étretat, Fécamp, Trouville, Granville. Chez nous, il y a aussi, vous voyez ici, les stations belges, Middelkerk, Wenduin, Le Coq, Heist, et j'ai mis Heist et Blankenberg, puisque on sait que Félicien Rops y allait. Autre élément qu'on peut mettre en lien avec Félicien Rops, puisqu'il y a des peintures liées de Monaco et de Èze qui est dans la même région, c'est le développement de la villégiature hivernale sur la Riviera et la Côte d'Azur. Ça se développe à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est de nouveau un peu le fait de l'aristocratie anglaise et de la bourgeoisie au départ, mais ça va vite se développer. On va y retrouver des Français, des Russes, etc. Ça s'intègre un peu dans le contexte du Grand Tour, puisqu'on est à la zone frontalière entre la France et l'Italie, à Nice. Et il y a une volonté à la fois de recherche de mieux-être, puisqu'on essaye d'avoir de la chaleur en hiver, et puis de potentielles raisons financières aussi. Ces régions-là sont moins chères que l'Angleterre à l'époque.
il y a une consolidation de la pratique à partir du milieu du 19e siècle sur l'ensemble du territoire, depuis Hyères jusqu'à Gênes. Donc ici, vous avez des affiches de Cannes, elles sont un peu tardives, hein. Les affiches, c'est plutôt la fin du 19e siècle, le début du 20e. Donc ici, j'essaie d'en trouver qui étaient plutôt de la fin du 19e siècle. Donc on retrouve Félicien Rops aussi à ces endroits. Donc globalement, il s'insère, comme je vous l'ai dit, vraiment dans une pratique assez classique du tourisme au 19e siècle. Aussi à l'époque, le développement au 19e siècle, le déploiement du tourisme en Orient, un peu une initiation culturelle. Hein, c'est l'Empire ottoman, en fait, c'est un ensemble territorial gigantesque vers 1850. Ça recouvre les Balkans, la Grèce jusqu'en 1830, la Crète, Chypre, etc. Et donc, ça va devenir, il y a au niveau culturel aussi des choses qui arrivent dans les pays occidentaux qui donnent envie d'aller voir. Les artistes vont jouer leur rôle de diffusion et donc ça va faire boule de neige et donner envie d'aller visiter ces pays. Il y a un intérêt éducatif, évidemment. L'Empire ottoman, c'est un exemple de régime tyrannique, donc c'est une curiosité aussi pour ce régime politique, pour aller le voir. C'est un sujet important de la littérature. Une fois qu'on est au-delà en fait, des frontières de l'Europe, globalement, en fait, l'ensemble du monde va être rapidement mis en tourisme, et donc ça n'est pas étonnant, en fait, puisqu'on est aussi dans on est dans une période coloniale, hein, évidemment à l'époque, on va visiter les pays proches et les autres pays qui ont des caractéristiques politiques intéressantes. Donc, dans ce sens, le fait que Félicien Rops soit allé au Maghreb et aux États-Unis est peut-être il est un peu plus original que ses contemporains. Tout le monde ne va pas dans ces pays. Mais globalement, ces pays sont déjà bien mis en tourisme à l'époque, donc c'est quelque chose qui est déjà assez connu. Donc ça, globalement, ça vous montre un peu comment Félicien Rops va s'intégrer dans ce... C'est intéressant en fait de voir qu'on est sur une pratique qui est presque mondiale, on va dire, du tourisme, et que paradoxalement, chez nous, l'Ardenne est encore très peu connue et très peu mise en tourisme au XIXe siècle. Ça va se faire, en fait, à peu près à la même période. La mise en tourisme de l'Ardenne, ça va se faire à peu près à partir du milieu du XIXe siècle. Et quel est le rôle que Félicien Rops a joué là-dedans ? En fait, lui, en tant que tel, son rôle va être minime, mais il va participer, en fait, avec ses amis, et en particulier Léon Daumartin. C'est surtout Léon Daumartin qui va jouer un rôle important dans cette mise en tourisme du sud de la Belgique, l'Ardenne en particulier. Donc ici, vous avez une photo en fait, de la colonie d'Anserem, dont je l'ai parlé tout à l'heure. Donc, ils se retrouvent, tous ces artistes, ces littérateurs se retrouvent à Anserem dans une petite auberge qu'on appelle le repos des artistes, que vous voyez ici. Il y a pas mal de choses qui ont été produites par Félicien Rops pendant ces périodes. Alors, il y a toute une série de personnes qui se rencontrent à cette époque. Il y a évidemment Daumartin, j'ai toute une liste ici, je ne les connais évidemment pas par cœur. On y retrouve des poètes comme Henri Liest, Théo Hanon, des peintres, Victor Fontaine, Charles Hermans, Ramaker, Slambrick, De Groux, etc. Des gens, en fait, tout ce milieu artistique, il y a tout un milieu artistique en fait, qui se retrouve dans cette auberge. Et donc, vous la voyez, elle a encore existé dans le courant du XXe siècle. Et aujourd'hui, le bâtiment ressemble à ça, en fait. Je me suis dit que c'était amusant de vous la montrer, parce que je me suis intéressée suite à ma thèse aux friches touristiques, puisqu'il y a pas mal de friches hôtelières en Ardennes, en Wallonie. Et donc j'ai fait un relevé en fait, de toute une série d'infrastructures et j'ai pu retrouver ce bâtiment donc, qui est un peu qui est à l'abandon pour l'instant. Donc voilà, c'est un peu délabré. Mais Anserem est assez... Anserem, qui était un haut lieu du tourisme au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle, est aujourd'hui n'est plus que, on va dire, la fin de l'arrivée des kayaks. Il n'y a plus vraiment d'infrastructures très vivaces, en fait, malheureusement.
voilà, c'était à cet endroit qu'ils se rencontraient. Et donc, l'Ardenne, en fait, elle est au milieu du 19e siècle, elle n'est pas encore du tout... Il y a déjà quelques touristes qui y vont, mais elle n'est pas encore du tout très fréquentée. Et elle n'est pas très connue, en fait. Et il y a des... On est donc 20 ans après la création de la Belgique, de manière générale, enfin environ. Et certains vont se dire que dans ce contexte d'identité nationale, de développement du pays, que ça serait peut-être bien, plutôt que d'aller chercher le tourisme à l'étranger, que ça serait peut-être bien de mettre en valeur notre pays et de faire en sorte que les touristes aillent également visiter les curiosités chez nous. On était à l'époque, j'en ai pas encore parlé, mais on est à l'époque, au niveau artistique, on est baigné dans l'esthétique du pittoresque, en fait. Et donc, on va essayer, donc le pittoresque, qu'est-ce que c'est ? C'est la surprise pour l'œil, la recherche de la variété. Ça se concrétise au niveau paysager par des vallées encaissées, des rochers, des ruines qui sont posées sur des rochers. Typiquement, la citadelle de Namur, par exemple, c'est un haut lieu du pittoresque. Dinan, c'est un haut lieu du pittoresque en Wallonie. Et donc, c'est ce qu'on cherche en fait ailleurs, en Italie, en Suisse, à la montagne, etc. Et on va se dire, mais qu'est-ce qui est pittoresque chez nous ? Et certaines personnes vont essayer de développer cette vision du tourisme chez nous. Alors ici, vous avez des images de Léon Dommartin, qui a pris le pseudonyme de Jean Dardenne. On le voit ici avec Félicien Rops et d'autres personnes, d'autres amis. Alors, cette mise en tourisme de l'Ardenne, elle va se faire très progressivement. Et en fait, les artistes vont avoir un rôle, mais plus mineur que les littérateurs. En fait, des gens comme Jean Dardenne va avoir un rôle un rôle majeur en fait dans cette mise en tourisme de l'Ardenne, alors que les peintres, ça sera un peu plus réduit. En 1850, en fait, l'Ardenne est encore très peu fréquentée, et donc certaines personnes vont se dire que c'était peut-être intéressant de s'y intéresser. En fait, c'est le sujet de ma thèse, savoir comment ce territoire ardennais est devenu touristique et comment on est passé de l'Ardenne géographique, qui est un territoire qui est somme toute assez restreint, à l'Ardenne telle qu'on la conçoit aujourd'hui, et qui est globalement le territoire qui est situé aussi du Sion-Sambre-Mozan. Et donc c'est à ce moment-là, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, que cette mise en tourisme de l'Ardenne va se faire. Quelques auteurs de guides touristiques, d'ouvrages touristiques, de récits de voyage belges, qui vont faire en sorte de faire connaître en fait notre sud du pays. Le premier, c'est Adolphe Bornier, qui est un professeur de l'université de Liège, recteur également, et qui a pris le pseudonyme de Jérôme Pimburniot. Et donc, il va écrire un livre qui s'appelle Excursion d'un touriste, guide de voyageur en Ardennes ou Excursion d'un touriste belge en Belgique. Et à partir de son ouvrage, en fait, on va progressivement développer le tourisme en Ardennes et faire en sorte qu'il intéresse la population. Alors, au milieu du XIXe siècle, vous voyez, quand on parle d'Ardennes, c'est encore exclusivement les grandes vallées encaissées, et on est sur un territoire qui est somme toute assez restreint. D'autres personnes vont jouer aussi un rôle dans cette mise en tourisme de l'Ardenne. Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a un oncle de Léon Dommartin qui a participé à ce récit de voyage, qui va jouer aussi un rôle important dans cette mise en tourisme et dans le fait qu'il y a une volonté de développer l'Ardenne comme une destination touristique. Et là, on est encore au milieu du XIXe siècle, 1856, on voit que c'est quand même encore un territoire qui est assez restreint. Essentiellement une découverte du territoire liée au pittoresque, et donc c'est pour ça qu'on est sur les grandes vallées. Alors, il parle des espaces intermédiaires, je les ai mentionnés sur la carte parce qu'ils en parlent dans le texte, mais globalement, ils disent de les traverser assez vite parce que ce sont des champs, et les champs, c'est monotone, ça ne retient pas l'attention des touristes de l'époque. On évacue très vite l'itinéraire dans ces espaces, il faut parfois y passer, mais on ne s'y attarde pas. Van Bemmel, qui est un professeur et un recteur de l'Université de Bruxelles, va aussi écrire un guide à partir de guide sur le chemin de fer du Luxembourg au milieu du 1857, si je ne me trompe pas, le premier volume. Et c'est un guide qui va être republié à plusieurs reprises dans les années qui vont suivre.
et donc le guide de l'excursionniste, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et il va aussi proposer sa vision du territoire ardennais aux touristes. Il a été le professeur de Léon Dommartin, donc il y a des connexions en fait très fortes entre tous ces gens, et donc ça montre que c'est un petit milieu et que c'est là-dedans, ce creuset en fait que le tourisme ardennais va se développer. Et donc ici, on arrive en fait au guide de Jean Dardenne, dont je suppose vous avez déjà entendu parler. L'Ardenne, en fait, c'est le guide du touriste en Ardennes, l'Ardenne belge, française et grand-ducale, guide du touriste dans la région de l'Ancienne Forêt, publié en 1881. Et donc, avec Jean Dardenne, on est sur quelque chose qui commence à devenir plus vaste. Il va au-delà des vallées, il essaye de voir un peu plus loin que les vallées encaissées et de montrer un autre type de territoire. En 1880, il produit ce guide et ça donne ce genre on voit en fait, ici j'ai repris tous les points qui étaient mentionnés dans le guide, on voit un peu quelle surface il donne à voir au lecteur de son guide. Le guide va être republié, augmenté, complété à plusieurs reprises dans les années qui suivent. Et à la veille de 1914, j'y reviendrai après, à la veille de 1914, on voit que le territoire du sud du pays, l'Ardenne, est quelque chose qui couvre véritablement quasi l'ensemble du territoire. Jean Dardenne, en fait, il a vraiment une volonté de circuler partout et c'est presque une volonté encyclopédique, en fait. Tout ce qui peut retenir l'attention, tout ce qui a un caractère un peu patrimonial, tout ce qui a un caractère historique intéressant pour le touriste, sera mentionné et expliqué dans son guide. Et donc, en fait, à la veille de 1914, on peut dire que l'Ardenne a été, je reviens un peu en arrière, l'Ardenne a été complètement mise en tourisme et le rôle de Jean Dardenne, donc l'ami de Félicien Rops, est particulièrement important. Alors, ce qui est intéressant également de voir, donc ce qu'on entend par Ardenne, je vous laisse lire. Donc, l'Ardenne, proprement dite, n'est qu'un petit territoire du bon vieux temps, comme la Famenne et le Condro, ses voisins. Il correspond à peu près aux arrondissements de Neufchâteau et de Bastogne, à une partie de ceux d'Arlon et de Marche, dans la province actuelle du Luxembourg. C'est encore la portion la plus ingrate et la plus âpre de notre haut pays. Le sol y a la maigreur des ascètes et l'homme y porte un cachet spécial de rudesse sauvage, de misère farouche, résultant d'une lutte opiniâtre et stérile. Mais le nom que j'ai mis en tête de ce volume a un sens plus large. J'ai pris le mot Ardenne dans son acception étendue pour désigner la région pittoresque, accidentée, variée d'aspects, où la Meuse, la Moselle et leurs affluents ont creusé leurs sillons, tracé leurs méandres. Elle comprend les provinces belges de Namur, de Luxembourg et de Liège, un coin de Hainaut, le nord des départements français de la Meuse et des Ardennes, le Grand-Duché et les parties de la Prusse rhénane qui touchent son territoire, et celui de Liège. On pourrait la délimiter ainsi: au nord, le cours de la Mehaine, Liège, la vallée de la Vestre, la Hertogenwald, Montjoie et la Roure supérieure, à l'est, les vallées de l'Our, de la Sûre, de la Moselle et de la Sarre inférieure, au midi, une ligne partant de Metlac sur la Sarre et passant par Rémiche, Esch, Longwy, Montmédy et Charleville, à l'ouest, Chimay, Thouin, Charleroi. Voilà notre pays d'excursion pédestre. Donc, ce que je vous ai montré, ça reste cloisonné en Belgique. Je n'ai pas étudié l'ensemble du territoire, mais Jean Dardenne, pour Jean Dardenne, dans son esprit, l'Ardenne, il y a de l'Ardenne en Hollande, il y a de l'Ardenne en Allemagne, en France et au Luxembourg, évidemment. Il y a une grande différence, en fait, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on est sur vraiment quelque chose qui se fait dans les milieux de la bourgeoisie libérale belge. C'est dans ces endroits que se développe cette mise en tourisme de l'Ardenne. Si on compare en fait la façon dont notre pays est présenté, le sud de notre pays est présenté dans les guides des grandes collections comme le Baedeker, le guide Michelin, les guides Johan, etc., on se rend compte qu'à la veille de 1914, on reste encore sur les vallées pittoresques et que le reste du territoire n'est pas mis en tourisme. Donc il y a encore un cheminement possible, un développement possible après 1914. La guerre marque un coup d'arrêt évidemment très important. Alors ceci pour vous montrer les liens qui existent entre les différents auteurs de guides et qu'il faut comprendre dans un sens large. Donc ici j'ai parlé juste j'ai montré les liens professionnels, amicaux entre les auteurs de guides dont je viens vous parler, et de toute une série d'autres auteurs de guides, parce que
l'Ardenne a été représentée à de multiples reprises dans les ouvrages touristiques. Pour la période 1850-1914, j'ai trouvé à peu près plus de 300 guides sur l'Ardenne, le sud du pays, qui mettent l'Ardenne en évidence. Donc, et tous ces gens se connaissent via le club alpin, via le Touring Club de Belgique. Il y a vraiment des liens très forts entre les différentes personnes. Et la colonie d'Anseremme n'est qu'un on va dire, un des endroits où on peut voir que se passent les échanges. Mais il y en a plein d'autres, évidemment. Alors, à l'époque, pour conclure, à l'époque, pour un autre travail, j'ai fait aussi une recension en fait, de tous les paysages qui avaient été peints par les artistes belges et qui étaient mis, en tout cas, quand j'ai fait le travail, c'était au début des années, au milieu des années 2000. C'était les peintures qui étaient mises à disposition du public et qui permettaient de savoir un peu, de voir un peu comment ces paysages auraient pu être attirer la population via les peintures et la photographie. Et on voit en fait que pour les peintures du 19e siècle et jusqu'au 20e siècle, finalement, on reste quand même assez localisé sur les grandes vallées. Ça correspond un peu à ces guides de voyage du milieu du 19e siècle, mais ça montre également en fait que le rôle des peintres pour l'Ardenne et pour le sud de notre pays est plus un rôle de suiveur en fait, qu'un rôle de défricheur en fait, de l'Ardenne. C'est vraiment les auteurs tels que Jean Dardenne et les autres dont j'ai parlé, ces scientifiques tels que Borgnet ou Van Bemmel, qui vont jouer le rôle de défricheur de l'Ardenne et la transformer en Ardenne touristique. Donc globalement, en fait, je suis, je pense, juste dans les temps, ou presque. Tout ça vous montre en fait que le tourisme à l'époque, on est sur des choses qui sont au niveau européen, au niveau mondial. Les gens vont très loin, et en même temps, chez nous, parfois, il y a des choses qui n'ont pas encore été mises en tourisme. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est que on trouve un grand écho en fait dans la presse de l'époque sur justement nos régions, et on voit plein de gens qui disent il faudrait aller les explorer, il faudrait les mettre en valeur plus et faire en sorte que on n'aille pas en Suisse, on n'aille pas nécessairement voir le Rhin, on a la Meuse chez nous, on a les Ardennes, on a toute une série de choses qui sont intéressantes. Et c'est ce qui a été fait progressivement par toute une série d'auteurs, et les proches de Félicien Rops ont joué un rôle dans ce processus. Voilà.